commence. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Ça fait très plaisir. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'exposition Riposte graphique. Il y a un écho, non? Donc l'exposition qui est au rez-de-chaussée, que peut-être vous avez pu voir. Donc on l'a présentée pendant 20 jours. Donc on remercie très grandement toutes les personnes de la médiathèque de Villeurbanne qui nous ont accueillis et qui ont tout fait pour que tout se passe bien, et tout s'est très bien passé. On a eu beaucoup de monde, donc presque 1000 personnes, et ce qui pour notre petite association est vraiment formidable. Voilà, donc c'est un projet de l'association pour la suite du monde, en quête de nouveaux récits. Donc c'est une association qui a été créée il y a 2 ans environ, et donc qui fait une programmation culturelle régulière, et aussi qui propose des ateliers de création, notamment auprès des mineurs isolés. Et donc le propos de l'association, dans lequel s'inscrit cette table ronde et l'exposition, c'est de porter attention aux récits, disons, minoritaires, en marge ou en résistance, dans un contexte de crise multiple, voilà, où on étouffe, quoi. Et nous, on cherche justement des récits au monde qui soient désirables, qui nous aident à respirer quelque part et qui aident à recréer du commun et à du coup s'inscrire en résistance donc contre les discours dominants d'un monde en faillite. Donc en ce sens-là, le propos ici aujourd'hui nous est important, puisqu'on va parler notamment de toutes les expressions dans l'espace urbain, les affiches, les tags, les graffitis, et donc toute cette expression alternative, on pourrait dire, qui existe depuis très longtemps, on va dire, mais qui retrouve aujourd'hui une vivacité face à la montée de l'idéologie d'extrême droite, qui nous semble très intéressante d'interroger. Voilà, donc ensuite, je fais une petite introduction de 5 bonnes minutes, et après je vous présente nos invités. Donc on va aussi beaucoup parler dans un deuxième temps de la question autour du livre qui s'appelle Riposte, auquel ont participé du coup Stéphane Artière et Michel Langherini-Fournel, que je vais présenter juste après. Philippe, pardon, désolé, je suis... parce que du coup on pourra l'explorer tout à l'heure, mais ce moment du début des années 70 finalement est très inspirant à mon avis, parce que c'est le début de l'émergence de toutes les questions qui nous préoccupent aujourd'hui, notamment les questions décoloniales, de genre, antiracistes, antifascistes, etc., qui du coup émergent dans l'après-68 et qui du coup s'accompagnent aussi d'une expression graphique très créative, très diffuse, très intéressante. Donc on pourra aussi parler de ça. Bon, je vais abréger en fait. Et simplement, voilà, redire que nous, avec l'association, l'idée de cette exposition, c'est quand même aussi, en rendant visibles ces formes de lutte contre la montée de l'extrême droite, c'est aussi y participer. Et j'avais juste envie de prendre un extrait du livre Riposte sur la question du fascisme. Voilà, le fascisme contre lequel luttent beaucoup de gens aussi au début des années 70. Et déjà, le fait de réemployer la notion de fascisme est importante. Et donc, je voulais lire 2-3 citations pour réinterroger la notion de fascisme, en fait. Donc, c'est des citations de André Glucksmann de 1971. Et donc, je vais lire. Donc, il dit « La fascisation se caractérise par le fait qu'elle tente de récupérer des révoltes qui préexistent, en substituant un ennemi à un autre, ce qui l'a conduit historiquement à remplacer la lutte des classes par l'affrontement des races. Elle inclut au titre du fascisme intérieur la répression, la politique carcérale et toutes les formes d'usages patronaux et gouvernementaux de la force visant à briser les possibilités de résistance.
Le fascisme ne s'oppose pas fondamentalement au parlementarisme, mais avant tout aux masses et à leur aspiration à une nouvelle démocratie. Bon, voilà, c'est des citations en partage et pour réflexion. Donc, pour commencer, vraiment, donc on a la chance d'avoir 3 invités aujourd'hui. Merci d'être là. Donc, on a Philippe Artière, qui est donc au milieu. Excusez-moi, je prends la... Pardon, ouais. Donc Philippe, historien, vous compléterez parce que il manque plein de choses et donc j'ai abrégé votre parcours qui est immense et la somme de vos publications, je vais en dire que des extraits, mais vous pourrez compléter évidemment. Donc Philippe Artière est historien français, actuellement directeur de recherche au CNRS au sein de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux IRIS. J'ai mon passeport. Ah ouais, merci. Auteur de nombreux ouvrages, il travaille notamment sur les écritures et les archives ordinaires. Il a été par ailleurs président du centre Michel Foucault. Et nous l'invitons à échanger notamment autour de son travail sur la délinquance graphique et ses ouvrages tels que Riposte, archives de lutte et d'action 1970-1974. Mais on parlera peut-être aussi également du livre La banderole, histoire d'un objet politique, ou alors du livre que vous avez dirigé tous les deux, 68, une histoire collective, 1962-1981. Ensuite, Michel Zancarini-Fournel, donc historienne française, professeure ouais. Okay. Professeure émérite d'histoire contemporaine à l'université Claude Bernard Lyon 1 et ancienne co-directrice de la revue Clio, Femmes, Genre, Histoire. Elle publie des ouvrages et de nombreux articles dans différentes revues et a consacré ses recherches sur l'histoire des milieux populaires. Elle est spécialiste d'histoire des femmes et du genre, ainsi que de mai 68. Et donc sur la thématique qui nous intéresse lors de cette table ronde, on peut citer notamment donc, le livre que j'ai cité avant, 68, une histoire collective, mais aussi par exemple Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France, mais aussi par exemple Ne nous libérez pas, on s'en charge, donc sur l'histoire du féminisme. Et dernièrement, vous avez fait Sorcières et sorciers, histoire et mythe, lettres aux jeunes féministes. Voilà. Et donc enfin, on a Baume, qui est donc graphiste, militant, et membre du collectif Mémoire minoritaire, que du coup on prendra le temps de décrire dans ses activités tout à l'heure. Ok. Donc je propose que pour commencer, Philippe, si vous voulez bien nous parler déjà de votre premier ouvrage avec cette notion de police des écritures, délinquance graphique, et puis ce travail que vous avez fait sur une historicité très ancienne des graffitis et de ces expressions politiques dans l'espace urbain notamment, si ça vous va. Oui, merci. Merci beaucoup. Je suis absolument ravi d'être là et de revienne sur cette question des affiches et de l'expression graphique d'une manière générale, parce que les historiennes et les historiens, c'est pas un jeu, hein, c'est un nous. Et les sciences sociales d'une manière générale ont travaillé, que ce soit en France ou en Italie, ça a beaucoup de chercheurs transalpins qui ont travaillé sur l'écrit et qu'est-ce que l'écrit fait à la ville, fait à notre cadre de vie, et comment l'écrit peut aussi être une arme contre une forme d'ordre graphique aussi. Puisque ça peut paraître étrange, mais il y a un ordre graphique. C'est-à-dire que vous ne... Alors évidemment, on le dit souvent, on ne peut pas écrire sur les murs
comme on veut, mais ça dépend un peu des lieux où on est aussi. Il y a des lieux où on peut, enfin, où c'est plus toléré que d'autres. Et là, je voyais des images du Canada. Par exemple, il y a eu des réglementations très fortes, y compris linguistiques, sur ce qu'on peut écrire ou pas. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler d'une manière un peu générale un ordre graphique. Et cet ordre graphique, il a évidemment une histoire, puisque ce que les collègues canadiens appellent on va appeler un paysage linguistique, mais ce qu'on peut appeler un paysage graphique, il est composé de plein d'éléments qui ne sont pas forcément immédiatement des objets d'histoire, parce qu'en fait ils sont très ordinaires. C'est l'ensemble des panneaux de signalétique. On en parlera peut-être plus tard, parce que c'est très important dans le mouvement des Gilets jaunes, cette question de ces écrits-là. C'est des enseignes commerciales, ce sont des affichages administratifs, ce sont des affichages aussi culturels, enfin tout un ensemble, et puis des petits écrits, des écrits qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler la sorte de mode d'emploi de la ville. Sur une plaque d'égout, il y a plein d'écrits. Si vous commencez à regarder, vous verrez que finalement on vit dans une ville, disons, pleine d'écrits. Et ce qui, moi, m'intéressait, c'était, ce qui nous a intéressé globalement, ça a été de se poser la question de savoir à partir de quel moment on a commencé à très fortement, disons, ordonner ces écrits, en les interdire ou les développer. Il se trouve que, alors, pas pour faire une histoire antique de l'écriture, mais que, évidemment, dans la cité grecque, il y avait des écrits, ce qu'on appelle des écrits exposés. C'est des écrits visibles par tout le monde, et à commencer par la loi. Alors je vais faire un grand saut, et en commençant, puisque nous sommes dans un cadre militant, par un moment, ce que Béatrice Frankel appelle un événement d'écriture, qu'a été la Commune de Paris, notamment. Et donc, 1871, qu'est-ce qui se passe du point de vue des écritures? Il se passe une chose absolument qui n'est pas nouvelle, mais qui est massive, c'est que la loi est promulguée sur les murs en forme d'affiches. Et que l'imprimerie nationale va fonctionner à plein, et avec des séries d'affiches qui vont sortir de dès que la décision est prise, on affiche. Et c'est par la présence de ces écrits dans l'espace, qui est vraiment une chose très... Enfin, je pense qu'on va en discuter, parce que là, on a vu c'est toute une vraie problématique que d'exposer des affiches. Puisqu'en fait, les affiches, une affiche, elle, pour exister, en fait, c'est plutôt dans ce qu'on a vu là, c'est-à-dire elle est exposée. L'affiche qui n'est jamais exposée, finalement, est-ce qu'elle est affiche? Au sens où une affiche, c'est quelque chose qui est donné à voir qui engage une interaction avec l'autre. Alors, dans l'exposition, elle est, mais dans une dimension qu'on va qualifier plutôt d'esthétique ou un cadre militant, en l'occurrence dans une médiathèque plutôt culturelle. La question de comment, à un moment donné, on écrit dans l'espace urbain, cette question de la situation, on va voir qu'elle est absolument centrale dans notre cheminement. On aurait pu très bien d'ailleurs faire d'une manière
parfois un peu compliqué, puis il fait pas très chaud, mais aller dans la rue et cheminer comme ça pour faire une sorte de relevé de ces écrits. Et on verrait qu'en fait, les écrits ne cessent de dialoguer entre eux. Et les écrits qui fonctionnent, les écrits contestataires qui ont fonctionné le plus, c'est très souvent des écrits qui étaient des écrits qui allaient, qui renversaient, qui jouaient sur des écrits déjà existants. Je pense notamment, ou à des supports particuliers, je pense notamment à évidemment les changements très importants, les changements de nom, de lieu. Pas seulement des rues, par exemple. En 68, il y a des exemples célèbres. Il y a tout un travail comme ça qui consiste à subvertir et à la fois couvrir, inscrire et puis aussi détourner. Et au moment de la Commune, après la Commune de Paris, après la répression, après la semaine sanglante, qu'est-ce qui se passe, en tout cas à Paris? On demande aux concierges d'effacer les murs, de nettoyer les murs, littéralement, on demande de nettoyer les murs, et donc de rendre la ville vierge, d'une certaine manière. Vierge de cet événement, c'est-à-dire comme s'il n'avait pas existé. Ce moment-là est un moment où tout un ensemble de règlements et de lois vont progressivement être adoptés, soit localement, soit sur un plan national, le fameux défense d'affichés, que vous connaissez tous, 1885. Oui, 1881, pas 85. Cet ordre, il vient aussi, et parallèlement, à quelque chose qui est très fort, y compris dans des mobilisations aujourd'hui, qui est l'explosion, la profusion d'écrits commerciaux. Si vous regardez nos villes à la fin du 19e siècle, en fait, ce sont des villes entièrement peintes d'écrits. Un peu qu'on a totalement oublié. Il y a sur plusieurs mètres, des écrits, des affiches commerciales. Donc comment, à ce moment-là, on intervient quand on est, par exemple, anarchiste en 1892. Il y a des lieux qui sont, eux, protégés, comme tout ce qui est de bien patrimonial. Et c'est sur les statuts, sur un certain nombre de supports, qui sont des supports, en fait, qui ne sont pas forcément ceux qui sont dominants, mais qui symboliquement ont beaucoup d'importance. Des statuts où il y a déjà l'écrit. Ce qui renvoie à une notion très forte, à mon sens, pour l'écriture, c'est celle de la profanation. Et qui nous permettra de faire aussi le pont avec ce qu'on a vu en décembre 2018 sur l'Arc de Triomphe, et avec cette inscription, ce graffiti très fort, les gilets jaunes vaincront. Sur un monument qui est déjà un monument écrit. Et sans doute, et c'est les termes, c'est les termes du gouvernement de l'époque, c'était celui, pas seulement de saccage, pas seulement outrage, mais de véritablement profanation, profaner un monument. Par de l'écrit, rajouter de l'écrit sur de l'écrit. Donc moi je voulais vraiment, pour commencer, insister sur ce point, que cette police de l'écriture, elle est véritablement définie dans un moment aussi graphique particulier, qui est celui où une population de plus en plus grande
aussi dispose, enfin, est alphabétisé, peut lire et peut écrire, et sait écrire. Donc, dans ces années, à partir des... Enfin, c'est pas seulement Ferry, hein. C'est-à-dire que c'est un moment qui démarre avant et qui se poursuit, qui est assez... ce partage de l'écriture. Alors que l'écriture, jusqu'alors, a été un privilège. On peut même dire que il y avait le pouvoir de l'écrit et puis ceux qui n'avaient pas et ne pouvaient pas écrire. C'est peut-être un des enjeux, d'ailleurs, qu'on verra aujourd'hui, et vous parliez du fascisme, en tout cas, c'est à quel moment on interdit, ou on empêche, ou on ne reconnaît pas. Ça a été toute une problématique très forte, on y reviendra peut-être sur le graphe. Qu'est-ce que c'est que cette écriture qui est illisible avec cette idée d'une... ça renvoie à toutes ces expressions, y compris utilisées d'ailleurs par des collègues universitaires, d'écriture sauvage, sur la sauvagerie des écritures. Donc c'est ce rapport à l'écrit, il va passer par progressivement avec la disons, production d'un ordre graphique, d'une délinquance graphique. On pourrait appeler une délinquance graphique. Et délinquance graphique, ça veut dire que dès la fin des années 1880, il y a des agents de police qui commencent à devenir des experts de l'écrit, de l'écrit subversif, de l'écrit contestataire, qui font des rondes et progressivement apprennent à savoir, disons, progressivement produisent un savoir sur ces écrits contestataires. Et c'est ça, une des choses intéressantes, c'est que un des lieux où on va expérimenter ce regard, c'est notamment les prisons. C'est les asiles, c'est tout un certain nombre de lieux qui sont, ou le bateau, ou des lieux fermés. Et ce sont des policiers, mais aussi des médecins qui vont regarder tout ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette expertise, elle va devenir un savoir et un savoir-pouvoir. Et on reviendra peut-être sur les questions d'effacement, mais aujourd'hui, les sociétés qui travaillent, en tout cas à l'effacement, et les personnes qui travaillent au effacement des écritures urbaines, ont une très grande expertise de l'écrit. Et quelquefois, d'ailleurs, c'est une sorte de passage de l'un à l'autre. On travaille pour certains qui ont écrit illégalement deviennent des sortes de vrais experts de cette police de l'écriture. Donc je voulais dire ça pour un peu commencer, parce que cette question des écritures urbaines contestataires, elle prend des formes très variées, et selon aussi des circonstances qui sont pas les mêmes, selon les lieux, selon aussi si on manifeste sur le plateau du Larzac, où il n'y a pas d'autres écrits que les banderoles qu'on déploie, ou qu'on manifeste place Bellecour ou place de la République à Paris, où il y a tout un ensemble d'autres écrits qu'on vient comme aussi non seulement contester, mais aussi introduire dans ces écrits figés du mouvement. C'est une des choses très paradoxales que les anthropologues de l'écriture ont montré, c'est que les écrits de contestation sont des écrits qui sont en mouvement, et on le verra très largement et très vite maintenant, parce que je ne vais peut-être pas monopoliser la parole.
avec Michel. Je mets le PowerPoint. S'il vous plaît. Ça marchait très bien. Ça marche. Si, ça marche. Oui, moi j'ai fait un petit choix d'images pour parler à partir de ces images. Je vais commencer par dire que je me suis intéressée particulièrement aux affiches féministes. On a produit un livre, je vous montrerai tout à l'heure la couverture, il est ici, avec Lydia Pavard sur un siècle d'affiches féministes. Mais j'ai choisi là de partir de 68, contrairement à Philippe, donc, et de commencer par Lyon. Ça me paraissait intéressant de voir deux exemples de graffitis qui ont été inscrits sur les murs de l'université en mai-juin 68. Et puis, puisque c'était dans le sujet, j'ai choisi un message sur l'art, hein, accélérons le processus de décomposition de l'art, merde aux artistes, etc., etc. Voilà, et l'autre aussi sous la forme d'humour donc de l'époque. Et puis il y en a un autre, voilà celui-là, oui. Ceux qui votent, les curés, les bonnes sœurs, les flics, les bourgeois, ceux qui veulent que ça change, les 10 millions de grévistes, qui sont un peu moins, hein. Enfin, les jeunes chômeurs, les travailleurs étrangers, ceux qui n'ont pas le droit de vote. La victoire ne s'obtient pas avec un bulletin de vote. Il y a un contestataire qui a mis si en dessous. Ce qui, je trouve, est assez drôle, quoi. Donc, il y en a d'autres, hein. C'est un recueil qui a été fait par un médecin qui s'appelle le docteur Bord. Il est à la bibliothèque municipale, dans le fonds ancien de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu. Et il y a toute une série comme ça de graffitis qui sont assez intéressants à étudier. Après, j'ai choisi donc de vous présenter le mouvement féministe, en tout cas une période du mouvement féministe, donc dans les années 70, donc avec, bon, maintenant elle est très connue, il y a plus inconnu que le soldat inconnu sa femme, et c'est devant l'Arc de Triomphe qu'on a évoqué tout à l'heure, et donc c'est aussi particulièrement symbolique. Et puis la couverture du menstruel, hein, je souligne sur la droite, en bas, du Torchon Brûle, qui a été un journal qui n'est pas paru régulièrement, hein, je crois qu'il y a eu 7 ou 8 numéros, je ne me souviens plus. Et voilà, avec le sigle, c'est pour ça que j'ai choisi cette sigle, parce que c'est le sigle féminin, donc, qui remplace le point levé, donc des manifestations, et c'était une affirmation très forte de ce mouvement féministe, enfin, de ce renouveau du mouvement féministe, on peut dire, qui débutait donc après 1968. Voilà. Alors, autre moment du mouvement féministe, c'est la lutte pour l'avortement, donc avec bon, à la fois des affiches stylisées, comme vous voyez, et puis à côté j'ai mis, donc vous reconnaissez bien sûr Claire Bretécher, et donc qui a offert donc ce dessin pour qui veut dire, enfin, qui dit la même chose, on peut dire que l'affiche stylisée, mais évidemment dans un autre style, et qui met en avant le travail du MLAC, donc le Mouvement pour la liberté, pour l'avortement et la contraception, créé en 1973. Alors, là aussi, c'est autour de l'avortement, mais c'est un autre type d'écriture graphique. C'est les cars qui partent pour faire avorter les femmes à l'étranger, puisqu'il n'y avait pas de possibilité publique avant 1975 et au-delà. Et les cars n'étaient pas anonymes, il y avait des banderoles sur les cars. Et donc celui-là, c'est nous venons d'avorter en Hollande, et il y en a une autre, je crois. Voilà. Donc la Hollande, ce n'est pas du tourisme, c'est un avortement. Le type
de banderoles qui accompagnaient les femmes qui allaient avorter à l'étranger, et en particulier en Hollande et aussi aux Pays-Bas, donc, et aussi en Angleterre, pour beaucoup. Voilà, alors ça, sur la gauche, c'est la récupération par le Parti socialiste d'une association qui s'était créée contre l'avortement du professeur Lejeune, qui s'appelait Laissez les vivre, en 1971. Et donc récupération avec... alors là, on parle... Enfin, il y a pas, les femmes ne sont pas là, quasiment. Mais bon, avec un style donc tout à fait particulier. Et puis, l'affiche aussi, qui est la manifestation du 6 octobre 1979. C'est au moment où la loi Veil doit être réexaminée par le Parlement, puisque c'était une loi qui était provisoire pour 5 ans. Et donc, elle doit être réexaminée par le Parlement. Et là, c'est une marche non mixte. On ne va pas faire l'histoire de cette marche, mais enfin, c'est toute une histoire autour de cette marche-là. Avorter, c'est notre droit. Voilà. Alors, dans nos années 68, donc, j'ai choisi de montrer une expression de femmes d'ailleurs, on va dire. Sur la droite, c'est une troupe qui a été créée dans la région parisienne, de la CAINA, en 1900, donc l'affiche est de 1978. Et sur la gauche, j'ai choisi une affiche d'un groupe lyonnais qui s'appelle Zaman Banlieue, qui était un groupe de filles, de filles et de femmes, tout à fait particulier, qui est né sur les pentes de la Croix-Rousse, au contact des mouvements contestataires et groupes extra-parlementaires d'hiver qui étaient sur la Croix-Rousse. Mais c'était des filles dont la famille habitait soit aux Minguettes, soit à Saint-Fond, et donc qui ont fait des allers-retours, avec des allers-retours aussi idéologiques, mais on ne va pas faire cette histoire ici, sur la banlieue et la ville. Et ça, c'est un journal. Donc c'est un graphisme. Vous voyez derrière la police, donc on voyait déjà ma parole, il nous pousse de trop, ça va mal finir. Et il y avait déjà cette dénonciation de cette des rapports avec la police, quoi, et des actes racistes et des meurtres racistes. Et en fait, c'est aussi, je le dis, on ne le voit pas là-dessus, mais c'est un des premiers. Elles ont organisé les premiers concerts aussi, avec donc des groupes de rock, de rap après. Mais là, c'était donc les premiers concerts, entre autres un groupe de Gior, qui a été assez connu. Alors ça, c'est une manifestation donc, de femmes, donc, du groupe de lesbiennes noires de l'université de Jussieu, au Paris 7. Alors, la photo n'est pas très bien prise, donc elle est coupée en fait. Stollerus était le secrétaire d'État chargé de l'immigration, qui avait fait un plan pour ça résonne aujourd'hui quand même, pour virer les immigrés en leur promettant une certaine somme. Et donc il y avait une pièce de théâtre qui avait été créée sur 30 000 balles de territoire. Et donc ici, Stollerus, t'es fichu, les négresses sont dans la rue. La photo était coupée, là, c'est ça. Donc je l'ai remis le mot d'ordre. Et c'est une des premières expressions publiques dans la rue, donc avec banderole, c'est aussi pour ça que j'ai choisi celle-ci. Avec une dénonciation de l'exploitation, de la polygamisation, l'ethnologisation. Enfin, il y avait toute une parole très ferme, très vive, qui était nouvelle, on peut dire, dans la rue
en 1980. Voilà, ça c'est la couverture du livre. C'est bon. Bon, alors là, j'ai toute une série sur les gilets jaunes. Parce que je me suis dit, on va faire un duo, parce que Philippe aussi a travaillé là-dessus. Alors, je ne sais pas si tu apprécieras les choix que j'ai faits, mais bon, on verra. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéressait particulièrement, je suis historienne, c'était justement comment était interprété le rapport à l'histoire, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la réinterprétation d'un certain nombre de faits historiques. Et donc, celle-ci, vous connaissez, qui est le tableau de Delacroix, Femmes Gilets jaunes, les autres tous avec des gilets jaunes, etc. Alors, il y en a un autre exemple qui a été, mais c'est après, c'était fait par Labarbe, le groupe féministe qui s'appelle Labarbe, et qui a repris le même tableau avec la liberté qui a une barbe, voilà. Mais sans les gilets jaunes. Voilà. C'est avant, pardon, excusez-moi, c'est avant la barbe. C'est avant parce que ça c'est 2018. Alors on va oui. Alors là c'est en fait, alors c'est plutôt sur le geste là, plutôt que sur l'expression graphique, mais sur la photo quoi. C'est-à-dire que c'est une photo qui a été prise sur les grands boulevards à Paris et où les manifestants ont refait le geste, c'est pour ça que j'ai mis l'extrait de Libération, on a refait le geste qu'avaient fait les policiers sur les lycéens de Mantes. Ils les avaient obligés à se mettre comme ça, donc à genoux, les mains derrière la tête, et avec donc un des officiers d'ailleurs qui avait dit voilà une classe qui se tient sage, et qu'il avait lui-même diffusé sur les réseaux sociaux, y compris son commentaire. Qui fait un écho aussi à des transferts de pratiques, puisque comme je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont vu, ça fait écho à des transferts de pratiques militantes, puisqu'en Iran, comme vous le savez peut-être, un certain nombre dans le mouvement de contestation Femmes Liberté, Femmes Liberté, pardon, des vivre liberté. Il y a dans la rue, des personnes s'attachaient à un poteau face, exactement dans la même situation d'humiliation qui avait été celle d'un certain nombre de militants arrêtés. Je ne sais pas si vous voyez ces images, et cette idée comme ça de reprendre réacter, rejouer des pratiques de violence. C'est aussi quelque chose qui est très présent dans les années 70, au moment des dictatures en Amérique latine. Il y a des films dans lesquels on rejoue les sévices pour les dénoncer. Et ça, je pense que c'est important, tu dis c'est des gestes, mais c'est aussi que les écrits viennent dans une culture visuelle, ce qu'on pourrait appeler une culture visuelle. Et là, il y a quand même des écrits, on va en parler très vite, parce que les gilets jaunes ne sont pas des gilets simplement avec marqué assurance Maïf, mais avec une appropriation du gilet qui est précisément un support de protection, normalement, obligatoire qu'on doit avoir dans sa voiture et qui est censé protéger. Or, ce sont précisément les gilets jaunes précaires, en danger, qui mettent ce gilet et qui écrivent dessus
un certain nombre de slogans. Trop peut-être. Alors, là, c'est une manifestation donc, à Montpellier. Ah, pardon. Manifestation à Montpellier, comme c'est écrit, donc ça n'a pas d'intérêt que je le dise. Mais déjà, c'est avec un mot d'ordre extrêmement fort. Donc, le pouvoir des femmes renversera le pouvoir. On espère. Voilà. Alors là, vous allez voir toute une série de gilets jaunes prises à des endroits divers. Et comme je vous l'ai dit, je suis particulièrement intéressée sur ce qui est mis en avant, les dates qui seront mises en avant de façon... Non, attendez. On peut voir la précédente. Voilà, alors là, elle énumère, oui, et il énumère tout de 1789, 1968, ce peuple est de retour, etc. Mais 68, non, on veut 1793, là aussi, c'est la Révolution française. On n'a pas toujours dit que la Révolution française était très présente dans les expressions des Gilets jaunes. Bon, après la dénonciation du roi Macron, ça allait aussi dans cette veine-là. Vive la nation, voilà. Attention Macron, 1789-2018. Je peux dire peut-être un petit mot sur ces images. La majorité de ces images sont des images qui ont été faites avec des téléphones et qui ont circulé. C'est-à-dire que il y a une histoire de l'écrit exposé, de l'écrit contestataire, mais en lien aussi avec des techniques. Il y a la photographie qui fait aussi que, par exemple, cette fameuse banderole plus inconnue que le soldat, sa femme, eh bien, c'est photographié et du coup ça circule. Ça circule et la presse est très friande par ailleurs de ces soit des affiches, soit des banderoles, ce qui est un des éléments, je dirais, qui redouble dans l'espace public ça. Et si je peux me permettre, Philippe, juste une petite précision par rapport à cette banderole-là. La presse est d'autant plus friande que c'est gratuit, parce qu'on ne sait pas exactement qui a fait la photo. Et l'autre élément, c'est que c'est pas seulement la presse, ce sont les militants eux-mêmes qui ont très... Il y a plein d'exemples, hein, mais j'en prendrai un que je connais un peu mieux, qui est celui de la lutte contre le sida, et la manière dont, à New York, Act Up New York, mobilise pas seulement des graphistes pour faire une charte graphique, hein, parce que Act Up New York c'était une charte graphique, mais aussi pour diffuser. Et à savoir aussi avec des photos, la photocopieuse joue un rôle très fort à Act Up. Parce qu'on peut faire, avec la charte graphique, on peut faire autant de panneaux qu'on veut. Et là, ce qui est intéressant avec les Gilets jaunes, c'est qu'il y a très vite un ensemble de graphistes et à la fois militants engagés dans le mouvement des Gilets jaunes qui vont créer ce qui s'appelle plein le dos et que vous avez peut-être vu, à savoir à la fois donc ces photos mais mises en journal, à la manière dont ça s'est fait dans les années 70, 68 et 70, c'est-à-dire comment on fait d'un journal une affiche, donc avec les photos reçues par un certain nombre d'acteurs du mouvement, on les reproduit sur du papier fluo comme les Gilets jaunes, et c'est vendu pour les victimes de la répression policière, et puis ça peut servir aussi d'affiche. C'est-à-dire cette idée que l'écrit, comme ça, il est décliné de l'écrit qu'on a inscrit dans son dos, jusqu'à celui que quelqu'un d'autre va coller sur un mur dans une autre ville.
Et puis après, il y a la dernière dimension qui est très intéressante pour nous aujourd'hui. Vous pouvez y aller sur le site Plein d'eau. Et tout ça est archivé par acte, donc par date et par lieu. C'est-à-dire qu'il y a aussi, je parlais d'expertise, c'est très intéressant de voir combien aujourd'hui dans les mouvements, on sait exactement où ça a été fait, et une sorte de véritable, je dirais, pas seulement de collection, mais aussi de programme. Et ça, c'est très instructif. Et je dirais, pour faire un retour sur 68 là par rapport à ça, on oublie très souvent que les affiches qui ont été faites à l'école des Beaux-Arts, ex-école des Beaux-Arts, dans l'atelier populaire, sont des affiches qui étaient rarement affichées toutes seules, c'est-à-dire rarement un exemplaire, mais 10 exemplaires, c'est-à-dire qu'on couvre à un moment donné, on a un programme d'écriture et on couvre le mur. Et c'est ça qui est intéressant avec les Gilets jaunes, on y revient. Sur la multiplicité et sur le fait de faire un discours, de produire un discours collectif à partir de discours singuliers. Et alors ça, je les ai collés toutes les deux, c'est Jean Saint-Étienne, donc janvier 2019, pour dire ce que, tu as précisé justement ce que tu viens de dire. Donc avec deux manières d'exprimer son féminisme. Notre-Dame des Luttes priait pour nous, bon. Et puis féministe en très gros dans le dos. Voilà, j'ai pris un certain, parce que ça m'intéressait, j'ai pris un certain nombre de photos donc, des femmes pendant le mouvement des Gilets jaunes. Alors à Bordeaux, là, le 15 janvier 2019, elles sont particulièrement politiques, on va dire, ce qui n'est pas le cas de tous les groupes, loin de là. Et donc, avec, bon, vous voyez tous les attributs, point levé, le bonnet phrygien, les banderoles, etc., 50-50, etc., etc. On peut regarder de près, décrire, mais bon, voilà. Et c'est un des groupes qui a fait on en verra un autre, mais un des manifestations les plus politiques, on peut dire, donc des femmes gilets jaunes. C'est une des caractéristiques là des écrits, c'est qu'en fait, une manifestation réussie, c'est une manifestation où précisément il y a tout ça. Parce que une seule ne tient pas. C'est vraiment une forme d'expression collective, mais encore une fois tenue par parfois deux personnes, parfois une seule personne. Et c'est ça qui est très, je trouve, hyper intéressant sur cette image. Moi, celle-ci, je l'ai prise pour le Nord. Voilà, c'est à Rennes, toujours à la même période. Toujours dans le cadre des manifestations des femmes gilets jaunes, donc le repassage et le sabotage, c'est pas mal. Alors ça, c'est Saint-Étienne, j'ai oublié de mettre. J'ai beaucoup aimé cette banderole. Donc, que fait la police? Ça crève les yeux, ni oubli, ni pardon. Voilà, c'est face à la répression policière très forte, comme vous le savez. Le mouvement des Gilets jaunes était quand même un mouvement attaqué extrêmement violemment, et en particulier sur le corps des manifestants. Alors celle-là, donc, c'est l'idée de la colère. Qu'est-ce que c'est la colère? Qu'est-ce que manifeste la colère? Et on peut être en colère et pas forcément être violent, c'est une espèce de défense, moi je l'ai vu comme ça en tout cas, contre l'idée de la violence, et que la colère exprime quelque chose d'aussi important. Et juste un élément qui est là très, très intéressant aussi dans le caractère comment dire, artisanal. Au fond, il y a d'abord, on a d'abord fait, on a d'abord écrit le slogan avec une petite, disons un marqueur, et puis on s'est dit bah non, c'est pas assez gros, donc on va assez maladroitement par rapport à l'autre, à la précédente, qui est très construite. Je ne sais pas si vous la regardez, mais quand même avec
ce policier avec son LBD, il y a une forme de graphisme, oui, il y a un boulot graphique, alors que sur l'autre, c'est moins le cas. Et c'est aussi ça qui est tout à fait intéressant dans l'étude de l'ensemble de ces corpus. C'est pas une étude pour une étude, c'est aussi pour voir quand des luttes mobilisent, là encore, des gens qui détiennent des savoirs, enfin pas seulement des savoirs, des savoir-faire. Et là, on voit clairement que cette colère, et sur les ronds-points, ça c'est une manif, mais sur les ronds-points c'était très flagrant. En fait, il y a des écrits qui sont, de ce point de vue-là, je dirais, maladroits, sans qu'il y ait aucun jugement de valeur sur le maladroit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, voilà, qui sont travaillés que la précédente. Voilà. Et peu à peu, quand on lutte, on apprend progressivement à faire des banderoles. Et c'est une expérience qu'un certain nombre d'entre nous ont pu avoir. C'est-à-dire au début, on ne sait pas trop comment faire. Puis après, on sait exactement quel support, quel type de la peinture, oui, mais pinceau, pas pinceau, bombe, etc. Enfin, se servir d'une bombe de peinture aérosol, c'est pas si évident que ça. Et donc on apprend et on s'apprend aussi. C'est pour ça que cette idée, je pense que la banderole, c'est aussi un lieu qui permet de produire du collectif en acte. Je te montrer comment j'ai appris à mes étudiants à faire une banderole. Faut leur apprendre. Ben oui. Alors ça, mais je vois que je me suis trompée en fait, j'ai mis le même mot d'ordre. Alors j'avais une autre affiche où il y avait le mot colère, et ça faisait le lien avec l'image précédente. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'était un peu projeté, c'était un écrit projeté sur une église parisienne, donc on voit pas le texte, alors c'est, je peux le dire. C'est police partout, des masques nulle part, c'est pendant le Covid. Et donc c'est une expression donc interdite puisque c'est interdit de sortir, mais projetée donc sur l'église. Il y en avait une autre qui était police partout, la colère partout. C'était le même type d'expression. Et là, je l'ai choisi pour la technique, on peut dire. Oui, ce qui était aussi pratique les 1er décembre, lors des manifestations d'ACTUP et des militants de la lutte contre le VIH, il y avait des projections sur les façades. Donc une mobilisation en fait, des vidéoprojecteurs comme ça, c'est intéressant parce que ça traite aussi la question de la santé. Et sur les façades, de projeter des slogans, donc avec ce caractère aussi très éphémère. Parce que on ne peut pas les effacer, parce que maintenant, immédiatement après les manifs, il y a des brigades de nettoyage qui nettoient pas seulement, qui n'enlèvent pas seulement les papiers, les tracts, mais qui nettoient aussi les murs. Ce qui rend très éphémère les graffitis pendant les manifestations. Et là, il y a quelque chose aussi de reprise de pratiques d'écriture commerciale, capitaliste, on va dire, à des fins qui sont autres. Oui, parce que... Oui. Voilà, alors là c'est un autre type d'écrit. Ça a été pris par mes amis photographes qui, contrairement à ce qui était autorisé, a arpenté le 20e arrondissement de Paris et le 19e et a fait toute une série de photos d'écrits sur les fenêtres. Et donc je pense que c'est assez intéressant à la fois sur les contenus, sur les formes et aussi sur le support, puisque ce sont des personnes qui, à partir de leur appartement, ont affiché ça. Alors là, j'ai choisi celle-ci sur les soignères, caissières, guerrières, merci. Donc c'est sur l'hôpital, c'est le thème hôpital, le service public. Voilà.
y en a d'autres. Voilà, ça aussi c'est sur les hôpitaux et sur les enseignants, soldats sans armes, soignants, soldats sans armes. Donc avec une forme tout à fait particulière. Et avec un recouvrement, et Oui. ça à la flèche, Oui. etc. Toujours bizarrement cette manière de venir contredire. Ouais. Voilà, alors je voulais aussi, pour montrer que les affiches ne sont pas seulement des affiches tout à fait sommaires, etc., mais qu'elles ont donné lieu à de véritables créations graphiques, œuvres d'art, donc comme celle de ces années 68, donc une couverture d'actuel, donc contre la société mâle, et puis Histoire d'elle, qui est un journal féministe, et donc l'affiche sur le concert de rock. Voilà. Et pour terminer, non, oui, voilà, ça c'est les dernières pour terminer. Alors j'aime beaucoup celle de droite, là, qui est féministe, donc des afroféministes, qui ont organisé un festival qui a donné lieu à beaucoup d'articles un peu violents, parce qu'il y avait une journée seulement avec les femmes noires, une journée avec femmes et hommes noirs, et après une journée avec tout le monde. Et ça donnait lieu dans un local qui était plus ou moins loué via la mairie de Paris, et ça donnait lieu à des... Enfin, si on mettait à côté la presse, etc. Et moi j'aime beaucoup cette affiche parce que c'est tous les handicaps, si on peut dire, toutes les choses, il y a une volonté de mettre donc de figurer toute une série de femmes dans des positions, dans des tailles, dans des très différentes. Et après, l'autre, c'est d'autres types d'affiches, mais donc organisées par, je crois que c'est Osons le féminisme, je suis pas sûre. Enfin, cette campagne d'affiches toutes violettes, la couleur féministe entre guillemets, et puis blanche, donc contre le patriarcat. Voilà, c'est plus récent. Une couleur qui n'est pas nouvelle, hein, puisque, je peux peut-être en dire un mot, c'est-à-dire qu'il y a aussi une histoire de la... C'est la couleur des suffragettes, hein, Oui. anglaises. Donc il y a aussi, et c'est peut-être ça qui est intéressant et important quand on produit de l'écrit contestataire, c'est que on mobilise tout un... Alors certains diraient un imaginaire social, moi je dirais tout simplement en fait une histoire sociale que tout le monde ne partage pas, mais que certaines ou certains vont apporter et là encore réactiver. Pour les Gilets jaunes, c'est très flagrant avec 89, avec 48, enfin, c'est pas seulement, enfin, il y a aussi des porteurs de mémoire et un des témoignages de cette mémoire-là, ce sont les banderoles, les pancartes et l'appropriation d'une histoire. S'y inscrire, en fait, c'est pour s'inscrire dans une histoire. Par la dernière, non, c'est la dernière. Oui, c'est ça. Voilà, merci. Ce qui est plus compliqué pour faire la transition, qui est plus compliqué de s'inscrire dans une histoire quand cette histoire a peu de mémoire. Et ce qui est le cas je pense, des mémoires minoritaires. Ça c'est très bien amené, merci beaucoup. Comme le disait Sébastien, Chibo, je suis plusieurs cordes à mon arc, une de graphiste et une de bénévole de mémoire minoritaire. Mémoire minoritaire, c'est donc une association dédiée à la préservation des mémoires des personnes LGBTQIA+,
Dans la salle de l'exposition, vous avez pu voir un mur consacré à 20 pièces issues de nos films, qui allait du coup des années 70 à quelque chose de beaucoup plus contemporain. On a un local à Grande Zéro, qui est à la fois une bibliothèque et un centre d'archives qui porte le doux nom de Bras Zéro. Vous aurez saisi le petit jeu de mots. Et c'est vrai que du coup, nous, quand Sébastien est venu vers moi avec ce thème riposte graphique, nous, évidemment, qu'on a vocation à marquer cette mémoire, et en particulier quand elle concerne l'histoire des personnes LGBT, qui a longtemps été, qui a été peu archivée parce que c'est des populations qui ont été criminalisées jusqu'à très très peu de temps, jusqu'aux années 80, et qui quand même font toujours l'objet de discriminations assez flagrantes. Et donc il s'agit de faire l'histoire et de collecter les traces de quelque chose qui a été indésirable et en même temps de se réapproprier, de le valoriser, de le transmettre. Et par exemple, je pense que vous avez pu voir une affiche en haut où il y a marqué le fléau social, c'est nous, qui en fait, donc, ça, il n'y a que nous qui pouvons le dire en fait. Ça, c'est super, parce qu'en fait, c'est une affiche que j'ai faite, et ce mot d'ordre, du coup, il est lié au fait que cette affiche a été créée à l'occasion d'une représentation d'une pièce sur le phare, le Front d'action révolutionnaire homosexuel qui s'est créé en 71 à la suite, notamment de mai 68. Et en fait, ils ont créé il y a eu plusieurs périodiques qui ont été issus de ce mouvement militant, dont un qui s'appelait le fléau social, pour faire référence à la catégorisation de l'homosexualité par un député comme fléau social, au même titre que l'alcoolisme et la prostitution. Ambiance. Et c'est vrai que donc il y a quelque chose, il y a une tension aujourd'hui contemporaine, et notamment même une tension graphique. C'est à quel point l'image queer peut être réappropriée par le capitalisme, qui est une démarche dans l'escalier du fascisme d'ailleurs, et qui nous intéresse à titre de collectif, et que moi m'intéresse à titre de graphiste. Et de manière générale, souvent les productions graphiques queer ont été trop roses, trop homosexuelles, présentant des gens qui s'embrassent, du même genre, trop kitsch, trop sales, trop sexuelles. Et ça, c'est pas des choses qu'on avait envie de voir, et qui ont été pour autant introduits dans l'espace public. Bon, ça se fait ACT UP aussi, en fait, c'est des messages que les gens n'ont pas envie de voir. Voilà. Je ne suis pas très habitué de l'exercice de la conférence. Et peut-être qu'il y a l'idée aussi que c'est une mémoire qui n'est pas tellement préservée par les institutions d'archives. Non, en effet. À plusieurs titres, voilà. Déjà parce que ça a été criminalisé, donc s'il existait des archives, c'est des archives de la police qui effectuaient des prélèvements. Par exemple, on retrouve dans les archives des consignes de nos policiers lorsqu'ils allaient encadrer ou arrêter les manifestations liées au sida, leur disant de porter des gants. Donc c'est comme ça que ça a été archivé. Aussi, c'est la culture lesbienne, homosexuelle, trans, s'est développée dans des milieux alternatifs. Et donc, qui dit milieu alternatif dit pas de dépôt à la BNF, pas de. C'est souterrain, quoi. Et par exemple, aujourd'hui, si vous voulez faire des recherches sur l'archive départementale, c'est quand même pas quelque chose d'évident pour y avoir accès. Parfois, il vous faut mettre des recommandations de votre maître ou de votre maîtresse de recherche. Donc, ça implique que vous êtes en études d'histoire. En fait, du coup, c'est pas accessible à tout le monde. Et nous, ce qu'on essaye de faire avec Mémoire minoritaire, c'est que
nous, n'importe qui peut venir consulter nos archives, concernées par les enjeux LGBT ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Et on a vu la couverture du Torchon Brûle. On dispose d'un exemplaire dans nos archives. On est très heureux. Et il est visible. Et en fait, tout d'un coup, ces choses qu'on voit dans les livres d'histoire, on peut les manier, on peut en manier aussi dès qu'on n'en voit pas du tout. Est-ce qu'on peut ajouter aussi que ce travail autour de l'archive, notamment graphique, les affiches, etc., vous l'employez dans une lutte présente et à venir? C'est-à-dire que ça s'inscrit aussi, il n'y a pas tant cette mise à distance que le fait que c'est employé pour raviver aussi des tactiques, des techniques de mobilisation et de faire vivre aussi. Tout à fait, oui. Parce que c'est sûr qu'une affiche dans une boîte à laquelle on n'a pas accès, ça reste une archive morte et on désire et on essaye d'aller vers une archive vivante, une archive plus accessible, que les gens peuvent voir, que les gens peuvent fréquenter, que les gens peuvent détourner. Tout en évidemment préservant les choses, on essaye de désacraliser l'archive comme un objet intouchable, inaltérable. Au contraire, on essaye de le réinvestir. Et par exemple, sur cette affiche que je reprends, la Fléau Sociale, c'est nous. Les silhouettes que vous voyez en trame de fond, c'est des silhouettes issues d'un scan d'une des revues du Phare. Et c'est vrai que ça pourrait faire frémir d'extraire comme ça de son contexte une image. Pour autant, pour moi c'est très précieux parce qu'elle est investie par une puissance contemporaine en fait, en l'utilisant aujourd'hui pour faire une affiche qui sera vue dans l'espace public. C'est des images qui vont continuer à être vues, et ça c'est important. Oui, je voulais. Cette question d'activer les archives, c'est très fort. Je me souviens quand on travaillait avec Michel Moncarini, sur le groupe Information Prison. Comme vous savez, la prison n'est pas sortie de l'activité, puisqu'il y a plus de 77 000 détenus aujourd'hui. Et en 1971, le GIP avait sorti une affiche qui était juste un slogan comme ça, qui était « Prison, on veut entrer et voir ». Et avec quelques camarades, alors pour le coup, je vais un peu m'inscrire en faux contre ce que vous venez de dire. On était allé dans un centre d'archives publiques, puisque en l'occurrence, je tiens à le répéter, les archives, que ce soit départementales, nationales, ou un certain nombre d'autres lieux, sont des archives où tout citoyen ou citoyenne, ou tout habitant, résident, peut aller consulter et même faire des photographies. Ça, c'est quand même très important de le dire parce que je pense que la question de l'usage de ces usages et de ces réappropriations de mémoire, elles sont très importantes. Mais moi, je ne suis pas pour les opposer. Je suis pour vraiment me dire que c'est très bien qu'il y ait des mémoires minoritaires. Il ne s'agit pas de c'est pas les archives de Pierre Guyotat. Hein. Je veux dire, vous savez, et en plus, très souvent, c'est des périodiques, c'est des affiches, donc par définition, il y en a plusieurs. Et ça, c'est vraiment une dimension qui est très importante. Et dans le réusage, c'est s'approprier, je trouve que c'est quelque chose de nouveau et qu'il faut absolument valoriser, c'est-à-dire ce que vous faites, c'est-à-dire cette idée que c'est à nous. C'est pas une institution, c'est à nous. C'est ça. Non, c'est pas ça. Tout à fait, si. Et vous avez raison de préciser que les archives municipales, départementales, etc. sont accessibles. Mais dans la manière dont elles sont construites, c'est vrai qu'on dit rarement aux gens, mais oui, bien sûr, venez, toujours des portes ouvertes. C'est vrai que nous, notre premier mot d'ordre, c'est ouvert à tout le monde, venez.
c'est pas du tout de logique qui, notamment aujourd'hui. Vu que quand même, voilà, l'existence des personnes LGBT est moins discriminée, il y a un futur en commun à construire et deux démarches qui doivent dialoguer ensemble, notamment nous, ce qu'on défend et qui a aussi tout intérêt à cohabiter avec des démarches institutionnelles, c'est un regard situé sur l'archive. Par exemple, j'ai fait un petit dessin. Vous êtes dans la rue, vous croisez ce tag. Qui sait ce que c'est? On reconnaît une forme, on reconnaît le A de anarchiste. Voilà. C'est ça. Et en fait, ça, du coup, vous y êtes. Vous commencez à interpréter, c'est-à-dire, c'est un symbole trans-anarchiste non-binaire, notamment l'étoile. L'étoile qui symbolise quelque chose hors des spectres du genre, quelque chose de plus libre. Et alors ça, si vous n'êtes pas au courant, et vous voyez ça dans la rue, vous vous dites, qu'est-ce que c'est bien que ça? Et pourtant, ça témoigne du fait qu'il y a eu un militant, une militante, quelqu'un qui s'est dit qu'il faut absolument mettre ce symbole dans la rue. Mais malgré tout, il y a cette chose qui me questionne toujours, c'est à quel point il faut savoir ce que c'est. Quand on lit, et par exemple, on a eu un don assez formidable de mémoire minoritaire de Françoise Courvoyer, qui a été une militante féministe des années 70, mais qui a aussi été à New York. Et en fait, on redécouvrait des périodiques qu'elle nous disait, qui étaient des périodiques féministes. Mais nous, en les lisant, on s'est dit, waouh, tout ça, ça ressemble quand même pas mal à quelque chose qui ressemble à l'expression d'une réflexion de libération du genre. Voilà, on était en train de se dire, mais ça, c'est des écrits proto-trans à 100%, quoi. Et du coup, avoir ce regard, ça nous permet de l'interpréter autrement, et ça nous permet aussi de libérer un peu ce qu'on archive ou ce qu'on n'archive pas. Dans le fond qu'on vous a présenté, il y a par exemple une affiche de ce festival de concert Sonic Protest. Cette affiche, de prime abord, on ne pense pas LGBT. On se dit musique, rock, punk. Pour autant, on l'a collectée parce qu'on y était en fait. Et parce que c'est vrai que si et que les contre-cultures, elles se rencontrent dans ce genre d'endroit. Et en fait, c'est aussi notre histoire, même si elle a marqué LGBT en gros dessus. Et ça, je crois que il n'y a que les personnes concernées qui peuvent le percevoir. Et c'est d'autant plus fertile que ça postule aussi l'idée d'une convergence des luttes, en fait. C'est un signe trans-anarchique non-binaire. Voilà. Une toute petite précision par rapport à ce qu'a dit Philippe tout à l'heure. Ce qui est vrai sur les archives de différents types, sauf que dans les archives, il y a des délais de communication. Excuse-moi, je crois que ça veut dire que ces archives-là, qui sont des archives immédiates, on peut dire quasiment, ne sont pas forcément communicables tout de suite. Voilà. C'est ça le truc, et c'est vrai que par exemple, la contemporaine, là où a été faite cette exposition, c'est un endroit public qui recueille des archives, mais qui peuvent être communicables immédiatement. Il n'y a pas les barrières qu'il peut y avoir, des barrières de temps, de loi, hein. C'est légal. Et voilà, je crois qu'il faut préciser ça. Et puis là, donc, on parle des modes de communication, notamment de la contre-culture. Donc c'est souvent fait de façon artisanale, notamment pour échapper aux questions de censure, notamment dans les imprimeries. Donc c'est l'idée aussi d'imprimer dans sa cave en sérigraphie ou d'autres techniques artisanales. Et donc du coup, du fait de la production artisanale et marginale, ça induit aussi qu'il n'y a pas forcément de conservation. Et puis aussi déjà, les gens qui sont dans la lutte ne pensent pas non plus forcément à conserver.
qu'on a fait un travail sur la construction musicale underground, en fait, finalement, à part quelques passionnés obsessionnels, les choses se perdent. Et il y a même autre chose, c'est que les luttes, ça épuise les gens, et ils en perdent la mémoire, en fait, biologiquement, en fait, tellement l'épuisement conduit les gens, en fait, à oublier ce qui s'est passé. Et je voulais vous poser la question, en tant que historien et puis militant archiviste, si on peut dire, c'est justement la place des archives comme dans le travail d'histoire, parce que du coup, c'est aussi le lieu d'autres récits subversifs qui s'opposent à des récits dominants, et notamment dans votre livre Riposte sur 70-74, où il y a une iconographie immense, hyper intéressante, magnifique. Comment vous utilisez l'affiche dans votre travail? Quelle place ça a parmi tous les documents? Est-ce que ça a une place particulière? Et aussi, quelle perception vous avez de la place de l'affiche dans les luttes? C'est une question très vaste, mais par exemple, à la fin du livre, il y a la notion de élargir la résistance. Est-ce qu'on peut peut-être partir de ça? Non, ça rejoint ce que vous disiez sur cette question de mise en partage. Ça me paraît absolument essentiel de cette idée que les affiches, par exemple au moment de l'atelier populaire, dès le mois de septembre, il y en avait en vente rue Bonaparte, en galerie. Il y a des blancs de renseignements généraux, c'est-à-dire des documents qui disent rue Bonaparte, telle affiche, la police chaque soir la police vous parle, vous savez, l'affiche de l'ATF, enfin, ce type d'affiche. Donc, c'est une des choses qui me semble très importante. C'est que même vous l'avez dit, il y a toujours, les militants gardent. Il y en a toujours un qui fait mémoire. Et je me permets quand même d'évoquer rapidement et de rendre hommage à Michel dans Caroline Fournel ici, parce que ce livre, en fait, Riposte, qui est un livre collectif, est né d'un fond, notamment d'un fond, et puis après de ce que ça a suscité, exactement comme ce que vous faites, c'est-à-dire mémoire. Oui, j'ai dit, oui, mais je vais le dire, Michel, t'inquiète pas. C'est à un moment donné, on se dit, en fait, cette mémoire, et ça peut être des déclencheurs, vous l'avez, je pense qu'il y a des déclencheurs là très forts. Pourquoi les mémoires LGBT, là, plus sont présentes, se développent, parce qu'il y a toute une génération qui est en train de mourir, qui est morte pour une partie, quand même pour un certain nombre de gays. Il y a eu une pandémie qui s'appelle le VIH, et donc il y a une urgence. Et dans le cas, je ne vais pas parler à la place de Michel, mais dans le cas de 68, c'était quand même la publication d'un type de récit particulier qui était celui de Génération, par Hamon et Rothman, et Michel et d'autres ont décidé de collecter des archives pour une histoire à venir. Et c'est ça qui me semble très intéressant et qui a lancé quand même beaucoup de choses chez un certain nombre d'entre nous, puisqu'il y a beaucoup d'historiennes et d'historiens, militants ou pas, qui désormais ont des pratiques qui consistent d'abord et surtout à conserver et à garder, à faire trace. Hein. Ce qui est une manière déjà de faire mémoire. Après, une histoire, c'est encore sans doute un autre moment pour avoir, par exemple, tout ce qui concerne les écritures
la personnelle, autobiographique, eh bien, c'est exactement la même chose. S'il n'y a personne qui, à un moment donné, dit bah, c'est intéressant, ça a de la valeur, bah, les personnes qui sont autour disent bah, c'est les écrits de ma mère, ça n'a aucun intérêt. Or, dans la salle, un certain nombre de personnes ici qui ont peut-être écrit des choses au moment, on l'a vu récemment dans un film tout à fait extraordinaire, j'ai trouvé notamment de Livia Baba, il faut écouter les femmes sur l'avortement et la lutte pour le droit à l'avortement. Et c'est bien cette collecte-là qui est en cours. Hein, c'est Nina qui a lancé ça et qui est, encore une fois, c'est très intéressant parce que c'est vous aussi, c'est les collectifs qui font bouger l'institution. Et l'institution Lina s'est dit, bah oui, en fait, ce qu'ils font, ils ont raison, il faut aller vers, comme on dit. Et vous dites, vous dites encore autre chose, faut aussi, on fait nous, c'est nous. Et donc cette dynamique, je dirais que c'est très intéressant parce que c'est une forme, aujourd'hui, archivée, c'est une forme de lutte. Ce qui n'est pas tout à fait compréhensible parce que l'archivage est très conservateur, vous savez. Pardon, je vous ai... Non, pas de problème. On est convaincus parce que c'est aussi tout simplement des moments où on se retrouve en fait autour des fonds qu'on traite ensemble et en fait ça nous permet en fait de s'imprégner de l'histoire et de voir qu'elle se répète quand même et qu'on répète les choses toujours et toujours et ça permet en fait de construire des nouvelles stratégies de lutte en fait concrètement parce que parfois, quand on est militant, on a l'impression que tous les 5 ans, on réinvente le fil à le beurre. Alors que pourtant, il y en a des pas mal quand même qui ont déjà été faits. Il s'agit juste d'un film et d'une intermédiaire en fer. Et donc c'est assez tout de suite, ça rend les choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus intéressantes. Et voilà, et sans avoir besoin d'avoir fait une formation en histoire ou une formation théorique. Nous, dans notre collectif, déjà, tout le monde est le ou la bienvenue, et peu importe son degré de compétence. On a des gens qui font des études d'archiviste, on a des gens qui ont un master d'histoire, on a des gens qui ont fait de la socio, il y a des gens qui n'ont rien fait, en termes d'études. Il y a des gens qui ont fait des choses. Moi, j'ai fait des études théoriques de cinéma, qui ne poussent pas tout de suite vers l'histoire, quoique, mais c'est tout de suite par une porte dérobée un peu. Et ça donne en fait une approche hyper multifocale sur des objets qui auraient peut-être pu être interprétés juste d'une seule manière. Avant de passer la parole au public, je voulais poser peut-être une dernière question. Non, c'est une question de curiosité. Comment vous passez d'un mot d'ordre au graphisme? Ah, mais ça c'est excellent en plus, c'est un des trucs que j'avais marqué. Est-ce que vous pouvez répéter la question parce que j'ai pas compris. Comment vous passez, les gens qui font ça, du mot d'ordre, d'un mot d'ordre, au graphisme lui-même? Justement, c'est quelque chose que je trouve passionnant. Et dans toutes ces affiches qui ont été produites dans les années 68, il y a eu, je pense, des mouvements de forme hyper intéressants. Je pense à une affiche avec une silhouette d'usine, donc les toits, comme ça, en dents de scie, et ensuite la cheminée qui se transforme en point. Et ça c'est quand même extrêmement efficace. Et moi, je parcours ce livre d'affiches de mai 68 pour m'inspirer en fait de cette synthèse qui arrive à se faire dans un simple symbole en fait. Et dans la pratique du graphisme, pour moi, le message pousse la forme et la forme garantit que le message sera respecté. Parce que parfois,
très agacé de la réappropriation, par exemple, du tag par la pub et le marketing. Et ce qui est ce danger là, en fait, c'est que les formes, parfois, s'il y a quelque chose derrière qui tient la forme, il peut se faire réapproprier par le capitalisme. Et donc, pour moi, voilà, l'alliance du message et de l'attente, c'est la garantie que ça ne sera pas réapproprié. Ça, c'est sur le plan théorique. C'est sur le plan théorique, mais ensuite, je pense qu'on a à la fois une base de données symbolique de tout ce qu'on a vu et dont moi je m'inspire aujourd'hui, tout en le mettant au bout du jour. Et en fait, c'est un truc où je sais que je m'inspire d'un ordre visuel de l'époque, mais tout en le détournant en fait, en le pervertissant parfois, en le rendant plus sale, en le rendant plus humoristique. Par exemple, Mémoire minoritaire, on a participé à la fondation d'un réseau de centres d'archives et de bibliothèques LGBT en France et en Suisse et au Canada, qui s'appelle Big Data. Donc ça aussi, on ne peut pas nous prendre en fait, parce que la tente, la folle, tout de suite, c'est quelque chose qui est pas, qui est trop outrancier, c'est pas du gay respectable en fait. Mais nous c'est quelque chose qu'on revendique, on revendique pas, on revendique d'être trop, parce que c'est des choses qui poussent, qui font avancer. Et donc Big Data, qui est l'idée de Roméo Isart, un des fondateurs de Mémoire minoritaire, qui est excellente, ça a pu nous mettre dans des conversations où les gens disaient, les potentiels gens qui pouvaient nous aider, dire ah oui, mais oula, Big Data Et en même temps, voilà, on peut pas nous le prendre, je crois. Parce que vous avez insisté sur la question du détournement, de l'appropriation, et quand même il y a quelque chose qui, je trouve, est très présent aujourd'hui. C'est finalement un héritage quand même situationniste qui est alors le situationnisme, c'est de bord, c'est pas seulement de bord, c'est des collectifs, c'est toute une grande histoire, une histoire qui n'est pas seulement une histoire française ou belge, européenne, mais il y a une internationale situationniste. Et une des choses qui me semble vraiment être très, très, très actif dans ces années 60-70, c'est aussi comment, et je le disais un petit peu au début de mon intervention, entre l'après-commune et l'arrivée massive de la publicité urbaine, c'est comment on subvertit des univers graphiques, la manière dont on intervient sur ce qui est déjà là. Et la manière dont, par exemple, le fléau social, vous le réappropriez. Peut-être que des militants, d'anciens militants du fléau social trouveraient ça pas bien du tout. Ils diraient bah, c'était nous, c'est pas vous. Parce qu'il y a aussi tout. C'est pas comme si c'était un long fleuve tranquille. Il y a aussi du conflit. Là, quand vous dites Big Data, bah, c'est vrai qu'on peut je suis pas sûr que les lesbiens comme moi peuvent dire bah, on est où quoi. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est cette espèce de permanente. C'est un lieu vivant. Quoi. Ouais. Et qui, en ayant un regard sur l'histoire, on voit en fait que de toute époque, les militants se sont écharpés entre eux, et je trouve que ça donne un peu de recul sur nos propres conflits contemporains, et qu'en fait, c'est des conflits qui sont productifs, à un certain point, bien entendu, mais qui peuvent être aussi moins tendus, parce qu'on sait en fait que c'est aussi comme ça que les choses avancent et se produisent. Et je voulais juste signaler sur ce détournement le travail d'une graphiste qui s'appelle Roxane Maillet, et qui a par exemple détourné des logos de marques comme Nike en faisant Monike Litig. Je sais
super. Pentagonia, Pentagonia, elle en a fait plein comme ça, c'est vraiment formidable. Et elle les vendait sur des t-shirts. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, notre espace visuel, il est peuplé par les logos des marques, en fait, et notamment, voilà, bon, alors Nike tout particulièrement, Pentagonia aussi. Et ça attire l'œil des gens, c'est des choses extrêmement reconnaissables, c'est des symboles. Et là, le fait de les détourner comme ça, je pense que ça produit quelque chose d'hyper fort visuellement. Donc il y a un travail que je voulais signaler là. Et j'ai un dernier truc à dire, c'est que dans ce qu'on disait, je me suis rappelé dans mes tout premiers militantisme qui était à Plein la Vue, qui est un collectif dont je ne sais pas encore s'il est encore actif à Lyon, qui est un collectif contre l'invasion publicitaire dans l'espace urbain. Et cette question se pose de la saturation en fait de notre espace urbain par des formes qui en fait ont des intérêts mercantiles déjà et pervertissent, moi je trouve pervertissent les démarches graphiques parfois. Et c'est vrai que du coup ce collectif il luttait notamment pour que le plan local d'urbanisme réduise la densité de la publicité dans l'espace public. Voilà. Ok, merci. Juste pour finir, puis je vais vous passer la parole enfin. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup l'expression de riposte. C'est pour ça qu'on a appelé riposte alimentaire, riposte écologique. Enfin, c'est vraiment une notion qui se développe et qui fait vraiment beaucoup résonance au début des années 70 avec Marcelin, je crois, qui fait beaucoup de mal et de répression contre tous les mouvements contestataires, y compris par la censure. Il faut maintenant aussi, il n'y a pas besoin de et ça fait écho à peut-être Retailleau, Darmanin, il y a des résonances très fortes sur, par exemple, le rapport à l'incarcération, à la criminalisation des luttes et la recherche de la censure. Et du coup, l'affiche prendre place dans la rue, c'est aussi une façon clandestine parfois pour se protéger peut-être, et puis contestataire, de s'adresser à un public le plus large possible, quand finalement on n'a plus accès aux médias les plus importants, enfin les grands médias, quoi. Voilà. Peut-être une ou deux questions et on devra malheureusement s'arrêter. Est-ce que les gens veulent réagir, s'il vous plaît? Si vous peut-être allumer la lumière. Est-ce que quelqu'un Bonsoir. Merci beaucoup pour vos présentations. J'avais une petite question aux historiens. Du coup, je me demandais comment vous gérez avec du coup, votre positionnement militant par rapport à une démarche scientifique. Comment vous êtes positionné? Votre position militante par rapport à votre personnellement, je ne dis pas que je suis une historienne militante, je dis que je suis une historienne engagée. J'ai des positions politiques et autres, mais dans mon métier, j'applique les manières de faire, disons, de mon métier d'historienne. Donc je travaille avec des preuves, je travaille avec, etc. etc. Voilà. Après, je pense qu'il y a eu un grand blanc, on peut dire, dans la conception de l'histoire en France, c'est l'idée de l'objectivité. On a mis en avant continuellement l'objectivité et on a confondu en fait ce qui était, parce que je pense devoir être respect des procédures d'établissement des faits, du discours, etc., avec des procédures qui relèvent de la discipline, et puis l'objectivité qui est autre chose. Donc effectivement, quand les féministes parlent de point de vue situé, c'est un peu à discuter. Hein. Bon, on va en discuter longuement, mais d'un point de vue situé, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire chaque historien ou historienne a de toute façon un point de vue situé qui est
histoire, de ce qu'il est, de sa position sociale, etc. Donc cette question d'objectivité a perverti un peu cette réflexion-là sur qui écrit, pourquoi, etc. Peut-être si je réponds à votre question. Mais je ne dirais pas que je suis une histoire militante. D'autres questions? Je dirais que, je suis sur la même ligne, sauf que il y a une chose c'est qu'on choisit ses objets. Et que une des choses qui a beaucoup, moi qui suis né en 68, héritier du travail des historiennes et des historiens, on est toujours héritier de ceux qui sont nos contemporains, qui sont venus avant, c'est d'avoir élargi le questionnaire. Cet élargissement du questionnaire en histoire, ça ne veut pas dire que alors ça peut être parce qu'on a des expériences militantes qui viennent enrichir, qui viennent poser de nouvelles questions et qui viennent nourrir. Bon, la question, enfin pas la question, le décolonial, le féminisme sont aujourd'hui, enfin le genre, sont aujourd'hui une histoire qui s'écrirait sans ce qu'on appelle, on peut l'appeler intersectionnalité, mais c'est une histoire qui aujourd'hui, faire de l'intersectionnalité, c'est pas être militant, c'est faire de l'histoire avec le questionnaire qui est le nôtre aujourd'hui. Et dans 20 ans, le questionnaire se sera encore élargi. Et il y aura peut-être des questions qui seront oubliées ou laissées de côté. En tout cas, je pense qu'avec Michel, on partage quelque chose qui est aussi qu'une histoire sociale est un élément très fort qui parfois a tendance à disparaître. Et donc ça, c'est peut-être aussi une forme d'engagement. Voilà, je ne sais pas si je... Moi, je me pose une question sur la mémoire, parce que c'est l'exemple qui a été présenté par Baume montre qu'il y a un besoin de garder toute cette production graphique. Là, c'est dans un domaine bien précis, mais il y a tout le reste. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que les tracts, les journaux clandestins, les tags, tout ce que vous avez montré dans vos exposés, soit conservé légalement. Moi, j'ai le souvenir de mai 68, l'archiviste municipal qui savait que dans nos ateliers clandestins, on n'allait pas aller lui déposer nos tracts aux archives, il venait les chercher. Il allait dans les manifestations chercher les tracts. Il venait le matin, à 5h du matin, pour voir ce qu'on avait produit comme affiche dans la nuit. Et il en prenait une. Et ça, on peut les retrouver dans les archives de Dijon. Mais là, aujourd'hui, entre la numérisation et le fait que plus personne, ou je ne sais pas, peut-être que quelqu'un collecte, mais systématiquement, qu'est-ce qu'on aura, quelle histoire on pourra faire? Pardon. Ça marche très bien. Effectivement, la question c'est quelle archive on retient. Hein. Par exemple, je vous donne un petit exemple. À un moment donné, les dossiers pour le permis de conduire c'était systématiquement dans un dépôt d'archives départemental que je connais bien, c'était jeté. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte que ça pouvait être très intéressant pour faire l'histoire de la vie quotidienne. Donc on a gardé les dossiers de permis de conduire. Donc il y a effectivement conservation des traces, y compris visuelles, y compris sur des supports numériques. Il y a toute une réflexion sur comment garder, alors réflexion qui est ouverte, hein, comment garder des supports numériques et combien de temps ça va se conserver. Bon, ça c'est encore, oui,
plus général, mais il y a effectivement archivage. Mais après, votre histoire que vous racontez là, d'archiviste qui allait chercher les tracts, je trouve ça super, mais effectivement, par exemple, à la Bibliothèque nationale de France, il y a un département qui s'appelait avant Feuilles volantes, et c'était les bibliothécaires, quand elles venaient travailler, qui prenaient les tracts qu'on leur distribuait à la sortie du métro, et du coup, par exemple, on peut faire une histoire de ce qui s'est passé après la loi Veil, et des gens qui ont accepté ou pas la loi Veil, qui ont critiqué, etc. Il y a ces feuilles à la Bibliothèque nationale de France. Donc vous voyez, c'est vrai que c'est pas toujours systématique, mais les hasards de la collecte font qu'il y a des dossiers, enfin des dossiers qui sont conservés. Voilà. Alors sur le numérique, moi je suis sceptique sur. Je suis pas sûr qu'on trouvera dans des siècles, mais on ne sera plus, hein, mais qu'on trouvera qu'on trouvera des traces, comme on peut trouver des parchemins aujourd'hui. Voilà, il serait encore du 13e. Ajouter un mot sur cette question, c'est celle de la profusion aujourd'hui de production. Et donc, pour revenir sur les tentatives, il y a aujourd'hui des processus d'enregistrement de sites internet d'un certain nombre de. Alors, c'est pas du flicage, hein, parce que moi je m'est arrivé à perdre totalement un site, et à l'ABN, eh bien, ils avaient enregistré l'ensemble, et donc c'est pas perdu. Mais cette question de la profusion, elle pose évidemment des questions que vous posez. Il y aura des archives mineures qui ne vont pas être archivées, parce qu'on ne peut pas tout archiver. Et comme vous savez, aujourd'hui, archiver numériquement, ça veut dire entamer l'existence de ceux qui vont nous succéder très largement. Donc, conserver du passé pour anticiper la fin. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui doit être un peu collectivement, et c'est pour ça que c'est très bien que ça fasse l'objet de débat, parce que c'est une vraie question. On ne peut pas vivre dans une boîte d'archives, je peux vous le dire. Et peut-être pour terminer aussi, si les archives ne sont pas accompagnées d'un discours ou si elles ne sont pas vivantes, comme disait Mémoire minoritaire, peut-être qu'elles sont dépolitisées. Ouais, je suis désolé, on va s'arrêter, on a trouvé la scène, on va discuter de façon informelle autour d'un verre dans l'expo, là-haut, si vous voulez bien. Je suis désolé, on va s'arrêter, mais merci beaucoup à tous et toutes, merci à mes invités.